crois que M. Bengio n'a plus besoin de présentation. On le voit partout dans les médias ces temps-ci. Détenteur du prix Turing d'informatique de l'Association for Computing Machinery en 2018, un prix prestigieux. C'est également le directeur scientifique du MILA et titulaire de la chaire sur les algorithmes d'apprentissage statistique depuis plusieurs années. Le professeur Bengio est une personne très intelligente cognitivement, mais c'est aussi quelqu'un avec une grande intelligence émotionnelle et il réussit à passer sa passion à ses étudiants de manière assez exemplaire. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr pour l'intelligence émotionnelle. J'ai encore des croûtes à manger. Pour le reste, c'est beaucoup de chance. Et des gens qui ont été très importants et avec qui j'ai travaillé pendant des années. Alors, on va commencer avec le blabla sur l'intelligence artificielle. Les progrès en vision informatique sont derrière, en grande partie, de notre capacité nouvelle à construire des systèmes de voitures autonomes. J'ai vu, moi, le développement de certains de ces systèmes en quelques mois passer de rien du tout à des voitures qui se conduisent. Par contre, pour arriver au niveau de fiabilité des humains, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. Ce n'est pas encore clair combien de temps ça va prendre. Ce qui est sûr, c'est que le potentiel transformateur de ces technologies-là est incroyable, que ce soit dans les transports ou d'autres domaines. Un autre domaine que la vision, c'est celui de la compréhension du langage. Donc, vous avez sûrement déjà vu un peu ces progrès dans différents outils, souvent fabriqués par les méchants GAFAM. Puis, encore là, il y a un constat de progrès surprenant. Même des chercheurs comme moi, on ne s'y attendait pas nécessairement il y a quelques années. Et en même temps, quand même, une certaine humilité face au chemin qui reste à parcourir pour des intelligences artificielles de niveau humain. On n'est même pas au niveau d'un enfant de 2 ans, mais il reste que ces avancées technologiques ouvrent des portes extraordinaires là, dans ce qui concerne tout ce qui est interface humain-machine. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la traduction automatique, par exemple, pendant quelques années. Là, j'y touche plus parce que c'est trop gros comme ingénierie. Et ces systèmes-là ont développé une compréhension sémantique qui leur permet de traduire presque aussi bien que la plupart des gens les choses faciles, mais qui vont se planter quand il y a des enjeux de compréhension du monde qui permettent d'interpréter la phrase. Un autre domaine où il y a eu beaucoup de progrès, pour l'instant pas encore très développé dans les applications industrielles, c'est la capacité de ces systèmes-là à apprendre à jouer à un jeu, pas nécessairement un jeu ludique, mais où finalement le système apprend par renforcement. Donc, après avoir effectué une séquence d'actions, on obtient un résultat plus ou moins positif et c'est le signal d'apprentissage. Évidemment, là, il y a un succès très connu là, qui est le système de DeepMind, AlphaGo, qui a battu les champions du monde de Go, plusieurs. Le bémol que je mettrais là-dessus, c'est que ce sont des systèmes où, justement, si on peut dire, on connaît les règles du jeu. Donc, ce qui fait que l'ordinateur a pu battre les champions du monde, c'est qu'il a été capable de jouer contre lui-même un nombre énorme de fois. Et une manière de comprendre ce que ça veut dire, c'est comme si on avait un simulateur d'un environnement parfait, où on connaît tout de cet environnement. Et donc, l'ordinateur peut simuler qu'est-ce qui arriverait si je fais ça, l'autre qui fait ça, qu'est-ce qui arriverait si je fais ça. Et donc, de cette manière-là, l'ordinateur a appris. Mais le vrai monde est différent dans le sens qu'on ne connaît pas les règles du jeu du vrai monde, du monde qui nous entoure, la réalité. On en connaît quelques aspects et on ne sait pas les mettre dans l'ordinateur. Et donc, les principes qui ont permis d'arriver à ce niveau d'intelligence, d'abord pour des tâches très, très précises, mais quand même, on ne sait pas aujourd'hui les déployer dans le monde réel. Alors, c'est quand même des progrès très impressionnants, mais ne sont pas immédiatement transposables dans la plupart des problèmes d'intelligence artificielle qui nous intéressent. Donc, quand les chercheurs, dans les années 50-60, pensaient que si on pouvait faire un ordinateur qui peut battre des humains aux échecs, on aurait fait une étape extraordinaire, avaient sous-estimé la complexité du monde qui nous entoure, qui sera aussi nécessaire à l'ordinateur pour le comprendre.
Donc, je disais tout à l'heure que les progrès dans le domaine de la vision ont été spectaculaires. C'est probablement le domaine de l'intelligence artificielle qui a été le plus touché et où les progrès sont les plus forts. En fait, donc, depuis à peu près 2015, on a atteint un niveau de performance qui, sur papier, est comparable à celui des humains pour détecter des objets dans les images comme ça. Donc, ça, c'est déjà des très vieilles images, dans le sens que aujourd'hui, on peut faire mieux, mais là aussi, il y a des bémols. C'est beaucoup mieux que dans le cas du langage, mais par exemple, l'ordinateur aujourd'hui n'a pas encore une compréhension de la tridimensionnalité du monde. C'est des systèmes qui sont entraînés sur des images statiques. Et même si en pourcentage d'erreurs, c'est comparable à ce qu'un humain va faire, les erreurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, les erreurs que l'humain fait sur ce banc d'essai, c'est parce qu'il y a des catégories qu'il ne connaît pas. Mettons, il y a des catégories de chiens. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je ne les connais pas, mais que l'ordinateur a appris à partir d'exemples. Puis là, évidemment, l'humain fait des erreurs tout simplement par manque de connaissances. Tandis que les erreurs de l'ordinateur vont être des erreurs qui dénotent une incompréhension de la nature physique du monde qui sous-tend ces images-là. Donc, c'est vraiment différent. Malgré tout, ces systèmes-là, évidemment, sont extrêmement utiles et vont continuer à progresser dans les prochaines années. Par exemple, moi, je pense que l'aspect tridimensionnalité, ça va se faire. C'est juste que ça demande un peu plus de puissance de calcul. Il faut travailler avec plusieurs images, la vidéo, etc. C'est en train de se faire. Moi, je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Il y a des enjeux éthiques aussi autour de l'utilisation de ces systèmes, par exemple la détection de visage. Donc aujourd'hui, on a des systèmes qui peuvent reconnaître le visage d'une personne. Donc, qui est cette personne à partir d'une image de son visage? Étant donné qu'on a quelques photos de cette personne dans une base de données. Évidemment, Facebook a les photos de beaucoup d'entre vous et utilise ça pour pouvoir taguer des images que les gens rentrent. Mais ça peut être aussi utilisé, par exemple, en Chine, pour surveiller les populations. Alors, il y a une justification qui est donnée à ça, qui est la sécurité. Alors, ils ont donné des cas où ils ont arrêté des malfaiteurs parce que les caméras, il y a des centaines de millions de caméras dans les rues en Chine. Donc, oui, peut-être qu'il y a une utilité pour la sécurité, mais il y a clairement un danger de dérapage qui donnerait des moyens abusifs, disons, à des gouvernements ou d'autres entités. Donc, prudence, je vais y revenir tout à l'heure. Les applications du domaine de la vision, c'est évidemment dans le domaine des transports, comme je disais, et la sécurité, mais aussi dans le domaine médical. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et là, dans le domaine médical, il y a beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle qui sont explorées aujourd'hui. Le domaine qui est le plus avancé, c'est vraiment l'analyse d'images médicales pour détecter, classifier, aider les médecins à éviter de manquer peut-être un petit indice quelque part qu'il y aurait des cellules cancéreuses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il y a encore des problèmes au niveau des données, dans le sens qu'on n'a pas assez de données, il y a des barrières réglementaires et des monopoles qui ne devraient pas être là, qui font que c'est difficile pour l'instant pour les chercheurs ou les entrepreneurs d'avoir accès à des quantités suffisantes de données médicales. Malgré ça, donc par exemple l'entreprise Imagia qui est à Montréal, avec qui on collabore, avec quelques centaines ou milliers d'images de cellules cancéreuses ici de l'intestin, arrive à des taux de précision qui sont comparables aux meilleurs médecins et spécialistes et meilleurs que les spécialistes, disons, moyens. Donc, c'est vraiment des outils qui, non seulement sont sortis des laboratoires, mais là, vont être déployés dans le monde, par exemple dans les endoscopes de Olympus. Relié à l'application en vision, donc en vision, le système part d'une image et va nous donner des réponses à des questions. Qui est dans l'image? Quels objets sont là? Etc. On peut considérer le problème inverse, c'est-à-dire partir de certaines caractéristiques, une question, et produire une image, ou en fait produire n'importe quoi. Ça peut être du texte, du son, etc. Finalement, c'est est-ce que l'ordinateur peut inventer du contenu, soit à partir de rien ou à partir de caractéristiques qu'on veut pour ce contenu-là.
Et dans mon groupe, on a développé une technique, une approche là, qui s'appelle les modèles génératifs adversariaux, en anglais les GANs, Generative Adversarial Networks, qui a eu un succès foudroyant dans les dernières années. Et là, ce que vous voyez, c'est des images synthétiques, c'est-à-dire ce n'est pas des images qui ont été de vraies personnes, ce n'est pas des images qui ont été retouchées à la main, c'est des images inventées par l'ordinateur de personnes qui n'existent pas. Okay? Donc ça, ils n'existent pas, ces gens-là. C'est purement fictif. Puis, ce que vous voyez en haut aussi, c'est la progression dans les années... Entre 2014, on a sorti le papier, et 2017, aujourd'hui, on est en 2019, on peut faire encore mieux, mais là, on ne voit plus trop la différence. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, ça remet en question aussi, des fois, un peu l'image qu'on a des réseaux de neurones comme des systèmes de reconnaissance des formes. Finalement, une tâche, on pourrait dire, inférieure dans l'intelligence artificielle, parce que là, on parle de créativité. Le système va inventer du contenu, puis il y a aussi des systèmes du côté texte qui vont créer des textes peut-être dans un contexte ou à partir de rien. Et là aussi, d'ailleurs, il y a des enjeux éthiques, que ce soit pour les images ou le texte. Bien, il y a déjà des personnes qui utilisent ce genre de choses-là pour faire, par exemple, de la porno avec des visages de vraies personnes. Donc, vous voyez que... Puis, on peut très bien imaginer aussi des fausses nouvelles, de la publicité politique, etc., qui s'appuient sur cette capacité de créer du contenu à la demande, qui peut être conditionné à un contexte, à un auditeur, à un usager. Donc, c'est un outil technologique puissant, mais il y a aussi, évidemment, plus un outil est puissant et plus il peut être utilisé de manière néfaste dans la société. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Après avoir fait un petit tour du jardin de certains domaines d'application, revenons un peu à la question fondamentale de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde ne s'entend pas sur la définition de ce que c'est l'intelligence artificielle, mais déjà, il faut s'entendre sur la définition d'intelligence, sur laquelle on ne s'entend pas tous nécessairement non plus. Mais dans ma communauté, là, les chercheurs avec qui que je côtoie dans les conférences, il y a un certain consensus quand même que l'intelligence, c'est en rapport avec la capacité de comprendre et de prendre des bonnes décisions. Et quand on regarde cette définition, on se rend compte immédiatement que on peut être intelligent pour certaines choses et stupide pour d'autres. Donc, on avait par exemple ce système de jeu de Go. Il peut battre le champion du monde, mais il ne peut rien faire d'autre. Rien d'autre. Okay? Notre système qui génère des images de visage, il peut faire ça, mais il ne peut rien faire d'autre. Il est très spécialisé, donc il a une intelligence très, très spécialisée, alors que nous, les humains, on a une intelligence très large, on a une compréhension du monde, ça veut dire qu'on est capable de répondre à des questions sur à peu près tout. Voilà. Alors, quand on essaye encore de prendre une distance, bon là c'est une définition, mais comment on met de l'intelligence dans l'ordinateur? Ça, c'est une question clé, c'est la question de la connaissance. Puis, pendant de nombreuses décennies, l'idée dominante était qu'on va pouvoir prendre notre intelligence sous la forme des connaissances qu'on a, puis les transférer à l'ordinateur. Un peu sur le modèle de, nous, on transfère nos connaissances, mettons, de maître à élève, on écrit des livres, etc. Donc, entre humains, ça semble fonctionner, ce système-là. Mais cette approche n'a pas vraiment bien fonctionné. Pourquoi? Parce que la partie des connaissances qu'on peut exprimer verbalement, c'est la pointe de l'iceberg par rapport à tout ce qu'on connaît ou qu'on comprend. On peut dire d'un point de vue cognitif qu'il y a les connaissances intuitives, puis les connaissances conscientes, explicites, qu'on peut communiquer verbalement. Puis cette deuxième partie, d'une part, elle est une petite fraction du total, on s'en rend compte, et deuxièmement,
c'est comme un édifice, la connaissance. Et la partie qu'on peut verbaliser, etc., c'est comme le dessus de la maison. Puis si on n'est pas capable de faire les fondations puis les premiers étages de la maison, mettre le chapeau des connaissances explicites, ça ne fonctionne pas. Donc, l'approche classique en intelligence artificielle était basée sur l'idée de formaliser les connaissances. Ça marche bien pour certains types de connaissances qu'on communique entre nous. Mais comme on n'a pas accès à notre compréhension du monde sous-jacente, parce que ça se passe dans notre inconscient, bien, la maison n'a jamais bien tenu. Alors aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle, finalement, c'est qu'on est en train de bâtir les fondations de la maison. Et on a compris des principes basés sur l'apprentissage pour construire ces fondations. Puis pourquoi est-ce qu'on utilise l'apprentissage? C'est parce que, bien, puisqu'on n'est pas capable de communiquer ces connaissances, vu qu'on les a, mais on n'y a pas accès, on n'est pas capable de communiquer ces connaissances à l'ordinateur, bien, l'ordinateur va aller les acquérir lui-même à partir de l'observation du monde, comme nous, on le fait enfant, ou comme potentiellement l'évolution l'a mis en nous à travers des générations. Donc, ces connaissances implicites, il faut que l'ordinateur les acquiert d'une certaine manière. Nous, on n'est pas capable de lui donner. D'où la prépondérance de l'apprentissage automatique dans la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc, c'est devenu le paradigme dominant. Les bases de ça, c'est la capacité d'apprendre à percevoir et à agir. Aujourd'hui, le plus grand progrès a été fait dans la perception. Il y a beaucoup de recherches qui sont du côté action aussi, mais là où on voit les déploiements industriels, c'est vraiment le côté perception. Et dans une certaine mesure, la compréhension du langage, mais on en est encore loin. Ce qu'on voit en haut, qui illustre où on était en 2015, c'est la capacité de l'ordinateur à prendre une image, comme mettons celle d'en haut à gauche avec la femme et l'enfant dans le parc, puis à construire une phrase qui pourrait être une description de l'image. Puis c'est intéressant aussi, dans cet article-là, on avait utilisé un mécanisme d'attention, quelque chose qui était nouveau à l'époque, qui aujourd'hui, ces idées d'utiliser des mécanismes d'attention qui sont inspirés de la cognition, c'est vraiment quelque chose qui a marché au-delà de nos attentes. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ordinateur, il produit la phrase un mot après l'autre, puis quand il est rendu à un certain mot, mettons frisbee, il va choisir quel mot mettre à cette case-là. On lui permet de focusser sur certains éléments de l'image. Puis là, ce qu'on voit dans la deuxième image de chaque paire ici, c'est le point de focus. Enfin, c'est le poids qu'il donne à chacun des pixels dans l'image de départ. Et donc, comme ça, son attention va se déplacer sur différents éléments de l'image et à chaque fois produire un mot dans la phrase générée. Où est-ce qu'on en est rendu dans les progrès en intelligence artificielle? Deux axes principaux que je soulève ici, c'est la division entre les connaissances intuitives, inconscientes, etc., que les psychologues appellent capacité à faire des tâches du système 1, et ça, on est très avancé, versus les tâches que l'intelligence artificielle classique essayait de résoudre, donc les tâches que d'habitude, on est capable d'effectuer de manière consciente. Alors, si je vous demande de faire 344 plus 19, vous pouvez peut-être le faire dans votre tête. Bien, ça, c'est un processus de type système 2 que vous pouvez faire séquentiellement, beaucoup d'étapes une après l'autre. D'ailleurs, la programmation, parce que c'est quand même un peu un sujet aujourd'hui, c'est un travail cognitif plutôt système 2. C'est lent, c'est conscient, on peut le communiquer, puis c'est quelque chose qui est assez une force de l'humain par rapport à d'autres intelligences, là. Donc là-dessus, il y a beaucoup à faire. Finalement, mettre le toit de la maison. Ensuite, il y a eu beaucoup plus de progrès sur le côté perception, que sur le côté action.
Alors, les progrès du côté perception, entre autres, c'est sur la notion de représentation. Une grande partie de mes recherches dans la dernière décennie, c'est vraiment focusé sur comment on représente le monde, comment on représente une image, comment on représente une phrase dans l'ordinateur, de façon à ce que l'ordinateur puisse généraliser à partir d'exemples à d'autres nouvelles situations. Puis le côté action, bien, évidemment, on peut penser à la robotique, etc., mais c'est plus que ça. Au niveau cognitif, le côté action, c'est aussi ce qui concerne le raisonnement, la planification, comprendre la causalité. Donc ça, c'est tous des domaines où les chercheurs en apprentissage automatique commencent à creuser, mais on ne peut pas dire que c'est des choses que vous allez trouver dans les produits aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu à la frontière d'où on est en recherche. L'autre élément, on peut dire, démarqué, là où on a vraiment eu des grands succès, puis là où on est plus à se poser des questions, puis à faire de la recherche, c'est entre l'apprentissage supervisé, puis les autres formes d'apprentissage moins supervisé, comme l'apprentissage par renforcement ou non supervisé. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes industriels qui font, par exemple, la reconnaissance des formes dans les images, sont basés sur un travail humain qui est justement d'accoler aux images des étiquettes sémantiques. Donc, les concepts de haut niveau, là, dont je parlais tantôt, l'ordinateur ne les découvre pas tout seul. Il faut que les humains disent, bien, dans cette image, là, il y a un chien, ici c'est un chat, ici c'est une chaise, etc. C'est des abstractions. Puis c'est les humains qui doivent les définir d'une manière implicite en donnant des étiquettes à ces images ou à ces données. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. Ce n'est pas comme ça que nous, les humains, on apprend. On n'a pas besoin de tenir notre bébé par la main puis de lui dire à chaque instant, voilà comment tu devrais bouger chacun de tes muscles. Puis voilà l'interprétation sémantique de chacune des scènes qui sont devant toi à chaque instant. On n'a pas besoin de faire ça. Une grande partie de notre apprentissage est non supervisé, donc on observe, on interagit avec le monde, puis on construit un modèle du monde à partir de ça. Peut-être lié à cette limitation-là, il y a des choses intéressantes qu'on observe sur le genre d'erreurs que les systèmes font. Puis, il y a vraiment quelque chose d'amusant qui a eu lieu dans les dernières années, c'est que non seulement on peut observer les erreurs que font ces systèmes-là, mais on peut les provoquer. C'est-à-dire qu'on peut manipuler, par exemple, une image comme celle de gauche qui, normalement, serait catégorisée comme un chien. On peut la manipuler en changeant un petit peu les pixels, puis avec un algorithme, on va optimiser les pixels juste en les changeant un petit peu, de façon à tromper la machine. Puis ça, c'est juste un truc mathématique. Là. On calcule la dérivée de l'erreur par rapport au pixel, puis on va dans le sens d'augmenter l'erreur. Et puis là, bien, ça fait que par des petits changements que vous ne pouvez pas percevoir parce que par construction, on veut qu'ils soient petits, on peut s'arranger pour que le système dise c'est la réponse ostrich. Donc, ça nous indique des choses sur la forme de compréhension du monde que ces systèmes ont, qui est très différente de la nôtre et qui l'amène à des sortes d'illusions visuelles beaucoup plus graves que celles qui nous affectent, nous. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, puis certains d'entre nous aiment penser aux capacités et au niveau intellectuel d'un jeune enfant, d'un bébé, et leur compréhension du monde physique ou psychologique, qui est certainement pas appris par la supervision, mais de manière complètement non dirigée, comme par exemple la physique, ce qu'on appelle la physique intuitive. Un bébé de 2 ans comprend la gravité, et ça ne vient pas à la naissance. C'est quelque chose qui est appris, puis à un moment donné, il catch la gravité. Il sait qu'est-ce qui se passe quand je lâche un objet. Évidemment, il n'a pas cette connaissance à travers la compréhension des équations de Newton. Okay? Puis ses parents ne donnent pas des cours de physique. Donc, il l'a découvert tout seul. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais ce qui est intéressant d'un point de vue social, intéressant ou dangereux selon le point de vue, c'est que même si on arrêtait la recherche scientifique en intelligence artificielle aujourd'hui, il y aurait
des années, pour ne pas dire des décennies, de déploiement, de développement d'applications qui vont avoir un impact dans tous les secteurs de l'économie. Puis plusieurs économistes indépendamment ont essayé de réfléchir aux impacts positifs que ça pourrait avoir. Ils estiment à je ne sais pas combien de trillions de dollars en 2030 la valeur de ce qui serait apporté à l'économie. Donc ça, c'est intéressant. Puis la raison de ça, c'est que c'est aussi la raison pourquoi il y a tellement d'investissements qui se fait dans ces domaines-là. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités simplement en prenant les algorithmes qu'on a aujourd'hui, puis en tirant parti de plus de données. On accumule de plus en plus de données. On peut aller les chercher spécifiquement pour répondre à des questionnements, des systèmes, des applications qu'on a en tête. On développe du matériel de plus en plus puissant. Donc là, il y a des milliards qui sont investis dans des puces spécialisées d'apprentissage profond qui graduellement vont augmenter la puissance de calcul, diminuer les coûts énergétiques, qui sont un enjeu aussi important des systèmes actuels. Et évidemment, la créativité humaine est sans limite. Donc, les ingénieurs, les entrepreneurs vont découvrir des manières d'appliquer ces outils très flexibles dans des domaines auxquels on n'a pas encore pensé. Donc, ça peut être dans le domaine médical, j'en ai parlé un petit peu, surtout pour aller vers une médecine plus personnalisée, donc qui est capable de tirer parti des données en grande quantité qui sont disponibles et qui vont l'être encore plus sur chaque personne. Aussi, dans la découverte de médicaments, on a plusieurs projets autour de ça pour l'automatiser. Puis même en biologie fondamentale, pour comprendre les mécanismes cellulaires d'une manière beaucoup plus systématique que ce qui est possible aujourd'hui. Évidemment, dans le monde industriel, avec l'automatisation des usines, de la fabrication ou de la robotique, qui s'applique aussi dans le monde du transport, évidemment, comme je parlais. La compréhension du langage dont je parlais, mais donc c'est les assistants personnels, les interfaces plus accessibles. Pensez à tous les gens sur Terre qui ne savent pas lire et écrire, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à Wikipédia. Mais qui pourraient quand même converser en parole. Aujourd'hui, on a des systèmes de reconnaissance de la parole et de synthèse de parole basés sur l'apprentissage profond qui sont utilisables, on peut dire. Il y a un progrès énorme qui a été fait. Puis, c'est aussi l'accès à l'information. Il y a une quantité d'informations partout, donc évidemment, les engins de recherche... c'est leur pain et leur beurre, mais ça a aussi des impacts dans des domaines comme l'éducation, dans pas seulement fournir des engins de recherche, mais aller chercher les bonnes informations pour les besoins de telle personne pour compléter son progrès dans un curriculum. Ça, c'était dans les positifs qu'on peut entrevoir, donc, des avancements autant matériels que sociaux, on peut dire. Mais ces outils, comme je disais, au fur et à mesure que leur puissance augmente, peuvent être utilisés par certains pour soit acquérir de la puissance ou asseoir leur puissance. Donc, j'ai mentionné la détection d'images avec les outils qui existent déjà pour traquer ce que les gens font sur Internet. Donc là, on va pouvoir vous traquer non seulement sur Internet, mais dans la rue. C'est tout à fait... Là, il n'y a pas besoin de nouvelles sciences. C'est purement d'ingénierie. Puis c'est déjà, il y a des compagnies que c'est leur business. Donc ça, c'est inquiétant pour la démocratie. Un autre sujet sur lequel je vais revenir un peu plus, c'est l'utilisation militaire de ces outils-là. Je vais vous parler aussi de la possibilité que c'est plus qu'une possibilité, en fait. Ça se passe déjà. D'utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler les esprits. Donc, la publicité, les réseaux sociaux. Il y a des enjeux de vie privée, de droits individuels qui peuvent être menacés par ces outils, par la centralisation des données et l'utilisation qu'on va en faire si elle n'est pas bien gérée par des normes sociales. L'automatisation aussi va avoir des effets secondaires. Donc, c'est clair que les gens qui vont se trouver des nouvelles jobs, cette croissance économique va enrichir une partie de la population qui ne sera pas la même que ceux qui vont perdre leur job. Donc, il va falloir trouver un moyen de faire un transfert de richesse là,
Sinon, on s'en va vers une misère humaine et un chaos social qu'on devrait essayer d'éviter. Un autre sujet qui a un rapport avec les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on va déployer ces systèmes-là sans réfléchir et peut-être se trouver face à des effets secondaires de ces systèmes-là qui vont renforcer des biais, des discriminations qui existent déjà dans la société. Étant donné que ces systèmes-là sont entraînés souvent sur les comportements des personnes et que ces comportements peuvent inclure des facteurs comme le racisme, par exemple, comment on fait techniquement et aussi socialement pour éviter ce genre de dérive-là, qui n'est pas nécessairement volontaire, donc c'est peut-être moins inquiétant de certaine manière que Big Brother, mais quand même, je pense qu'on a un devoir d'y penser puis de trouver des solutions. Puis finalement, peut-être quelque chose qui relie beaucoup de ces points-là, c'est la notion d'augmentation des inégalités et de concentration du pouvoir. Pourquoi? Parce que plus on construit des outils puissants et plus ceux qui ont déjà du pouvoir vont pouvoir les utiliser pour asseoir leur pouvoir encore plus. Donc, dérive autoritaire, monopole dans le domaine des industries, ça c'est déjà quelque chose qu'on voit là. Il y a des compagnies qui sont en train de bouffer des secteurs de l'économie, puis avec une domination qui va être d'autant plus difficile à déloger que les outils technologiques à leur disposition sont puissants. Puis comme un effet de winner take all, c'est pas pour rien aujourd'hui que, par exemple, il n'y a plus de nouveaux réseaux sociaux depuis 2011 qui émergent. Parce qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui émerge, il s'est racheté par les Facebook et autres de ce monde. Donc, il y a des enjeux là. Il y a des enjeux non seulement dans les secteurs économiques, des enjeux de monopole, il y a des enjeux dans les secteurs de population dans des pays riches comme les nôtres, puis il y a des enjeux planétaires aussi entre la richesse qu'on va pouvoir accumuler dans certains pays où l'intelligence artificielle va nous permettre de prospérer. On va être des producteurs d'intelligence artificielle, on l'espère, ici au Canada, et des pays où la technologie, c'est clair, ça va être difficile pour ces pays-là d'en profiter. Ils vont être des consommateurs, peut-être des victimes. Donc, on risque de voir potentiellement une augmentation des inégalités entre pays. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas sain pour la planète. Donc, je reviens sur la question des publicités puis de l'influence psychologique. L'idée, c'est que plus j'ai de données sur vous, plus je peux identifier les boutons sur lesquels appuyer pour vous faire pencher d'un bord ou de l'autre. Puis, je n'ai pas besoin de vous convaincre là, que Pepsi est mieux que Coke. Il suffit que 10% des gens achètent plus de Pepsi que de Coke grâce à ma publicité, puis c'est un profit énorme que je viens de faire. Okay? Donc, l'incitatif pour faire ça est très grand. Il n'y a pas besoin de paraître. Dans notre vie quotidienne, on ne se rend pas compte qu'on est influencé par la publicité. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui sommes influencés par la publicité, c'est les autres. Okay? Nous, ça ne nous fait rien. Tant que c'était Pepsi versus Coke, peut-être dans le fond, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Puis aujourd'hui, on dit que l'Internet vit grâce à la publicité. Donc, on accepte un peu ça comme une nuisance. Mais je pense qu'il y a un péril moral qui va aller en augmentant au fur et à mesure que ces outils deviennent plus puissants. D'une part, à cause du fait qu'il y ait plus de données disponibles pour savoir quel bouton appuyer pour vous. Puis, deuxièmement, parce que la technologie va continuer à progresser et à être déployée. C'est pas pour rien qu'au Canada, on a des lois qui limitent la publicité, par exemple, qui s'adresse aux enfants, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas aptes à se défendre contre cette manipulation. Mais en fait, si on était capable de vraiment se défendre contre cette manipulation, nous, les adultes, ça fait longtemps que la publicité aurait arrêté. C'est parce que ça fonctionne que ça continue. Donc, je pense qu'il y a un besoin de tracer une ligne, pas clair encore exactement où elle doit être, de ce qui est acceptable moralement et définir des nouvelles normes sociales par rapport à
l'influence qu'on peut avoir les uns sur les autres. Évidemment, l'influence, ça peut être positif aussi. L'éducation, c'est de l'influence. Mais quand il y a quelqu'un qui paye pour vous influencer, moi, je commencerai à me méfier. Bon, je pense que beaucoup de gens sont intuitivement d'accord avec ce que je viens de dire avec la question du péril moral, même s'ils n'en voient pas nécessairement l'ampleur ou le danger immédiat. Mais pensez à la publicité politique comme enjeu qui serait beaucoup plus grave que Pepsi versus Coke. Puis ça, bien, Cambridge Analytica, c'est la pointe de l'iceberg potentiel. Donc, il faut qu'on y pense. Mais il y a même un péril économique, et ça, beaucoup de gens n'y pensent même pas. Tout le monde pense que bien, la publicité, c'est le système capitaliste qui nous... C'est une conséquence naturelle du système de marché. Mais en fait, c'est exactement le contraire. La publicité nuit à l'efficacité des marchés. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ce que fait la publicité, puis quand je dis la publicité, là, ça inclut quelqu'un qui paye pour vous influencer dans les réseaux sociaux, n'importe quelle forme d'influence payée. Ce que fait la publicité, c'est qu'elle donne un avantage aux compagnies qui sont plus grosses et qui ont déjà une force de marque. Et elle crée donc une barrière à l'entrée qui fait qu'une petite start-up canadienne ou québécoise qui a une nouvelle idée ne pourra pas compétitionner facilement avec ces grandes entreprises-là. Puis les produits dont vous parliez tout à l'heure, libres et gratuits, etc., ou pas gratuits, mais en tout cas, ils font face au même problème. Les gens font confiance aux marques qu'ils voient souvent. Donc, pour qu'un nouveau produit devienne compétitif, non seulement il faut qu'il accote ce qui existe, mais il faut qu'il dépasse pour contrebalancer l'effet de marque, l'effet de la confiance qu'on accorde inconsciemment et qu'on continue à accorder parce qu'on est abreuvé de ces publicités-là. Et donc, du point de vue des marchés, ça va ralentir l'innovation. Ça va se dire, bien, les produits existants sont comme protégés par un château, là, et on va ralentir le progrès, en fait. Alors, vous allez me dire, mais si c'est pas bon pour les capitalistes, puis c'est pas bon pour la société, pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Bien, c'est un problème de théorie des jeux. C'est qu'on est dans ce qu'on appelle un mauvais équilibre de Nash. Qu'est-ce que ça veut dire, un équilibre de Nash? Ça veut dire une situation où aucun des acteurs, ici les acteurs économiques et politiques, ou les individus, ont un intérêt suffisant à changer les choses. Une compagnie, même avec des bonnes intentions, doit faire la publicité, sinon elle ne pourra pas compétitionner avec les autres. Donc, la seule manière de s'en sortir, c'est comme dans le dilemme du prisonnier, c'est que les prisonniers se parlent et disent, bon, OK, il y a une solution, mais il faut qu'on se coordonne. Si on fait chacun de notre bord à décider quel logiciel utiliser ou est-ce qu'on fait de la publicité ou pas, bien, on est tous perdants. Donc, c'est pour ça qu'on a des gouvernements, soit dit en passant. C'est pour ça qu'on se donne des normes sociales collectives. Qu'on décide que, bien, on va conduire tout le monde sur le bord droit de la route pour ne pas créer le chaos sur la route. Donc, on doit s'entendre sur des règles. Alors, il y a moyen de sortir de là. Puis, bon, j'ai plusieurs amis, collègues, et mon frère aussi d'ailleurs, qui travaillent pour des entreprises comme Google et Facebook qui dépendent de la publicité pour vivre, évidemment. Et évidemment, leur réponse est oui, mais ces compagnies donnent un service utile à la société. Puis, je suis assez d'accord avec eux, mais je pense qu'il pourrait y avoir un meilleur service si l'objectif n'était pas de maximiser le profit, mais de rendre un service à tous qui soit mieux aligné avec l'intérêt collectif. Et donc, moi, je pense que c'est les services comme Gmail ou les réseaux sociaux, ça devrait être des services publics. On l'a fait pour la télévision. Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour l'Internet d'une manière ou d'une autre? Je reviens sur les robots tueurs. Donc, d'abord, quand je parle des robots tueurs, là, je ne parle pas de Terminator. Ça, c'est de la science-fiction, mes amis. On n'y est pas du tout, puis on n'y sera peut-être jamais. Le danger perceptible, en tout cas, envisageable dans les prochaines décennies, c'est pas que des machines deviennent trop intelligentes puis décident de nous attaquer, là.
Ça, c'est des rêves de Frankenstein. On a peur que notre créature se retourne contre nous. Le problème, c'est les humains qui vont utiliser ces machines-là, qui sont assez intelligents, mais pas assez pour être sages aussi. Donc, on parle de systèmes d'armes militaires qui peuvent décider, avec très peu d'intervention humaine, de tuer un être humain. Donc, vous allez me dire, quand vous tirez avec un fusil, c'est pas la balle est comme une espèce de système autonome qui décide d'aller tuer quelqu'un. Mais non, en fait, il y a très peu d'incertitude entre le moment où vous choisissez de tirer puis la conséquence. Mais quand on envoie un robot tueur sur une mission où il va tuer un certain nombre de personnes ciblées, il peut se passer plein de choses. Et l'être humain qui a décidé d'envoyer dans cette mission le drone tueur ne peut pas anticiper et voir tout le contexte moral, social, psychologique qui va entourer ces décisions. Un être humain qui est un soldat, mettons, qui exécute une mission comme ça, pourrait décider à la dernière minute de ne pas exécuter l'ordre pour des raisons morales. C'est arrivé dans le cas, par exemple, du danger nucléaire. Donc, il y a un enjeu moral. Puis il y a un enjeu, ça c'est le point numéro 1, c'est un enjeu moral. Puis il y a un point numéro 2, c'est qu'il y a un enjeu de sécurité globale. Le secrétaire général de l'ONU a dit « The prospect of machines with the discretion and power to take human lives is morally repugnant and could trigger new arms races. » Donc, aujourd'hui, on vit, sans s'en rendre compte, qu'en fait, on vit dans une période de paix relative parce qu'il y a un équilibre des forces. Mais ça pourrait facilement changer avec des armes qui donneraient, par exemple, des moyens à des petits acteurs d'avoir un très grand impact. Imaginons, par exemple, qu'un pays décide d'éliminer tous les politiciens d'un certain parti d'un autre pays ou tous les chercheurs en intelligence artificielle de l'autre pays. Bon. Il faut penser à soi en premier, là. Donc, la plupart des gens sur Terre, et au Canada aussi, dans des proportions d'à peu près 60%, selon les sondages, pensent qu'on devrait baliser ces armes qu'on appelle les armes létales autonomes, puis avoir un traité qui, en fait, en gros, les interdise. Mais les gouvernements ne bougent pas. Il y a 28 pays dans le monde qui sont derrière l'instauration d'un tel traité. Malheureusement, le Canada ne fait pas partie de ceux-là, pour l'instant. Mes collègues et moi avons écrit des lettres au gouvernement. Je fais aussi partie de groupes de chercheurs en intelligence artificielle qui font des pressions au niveau international. J'avoue que je ne comprends pas bien. Il y a une incompréhension. Par exemple, il y a des gens qui pensent que si on interdit ça, ça va nuire au développement de la technologie, de l'intelligence artificielle. Mais c'est du pipi de chat, je veux dire. On n'attend pas ce qui se passe chez les militaires, de toute façon, ils sont en retard sur la technologie, pour faire avancer la science ou pour faire avancer le développement technologique en IA. Aussi, il y a une crainte de certains que si, mettons, nous, les good guys, comme si on était parfait, on ne développait pas des armes basées sur l'intelligence artificielle, des robots tueurs, etc., bien, les autres vont le faire, puis là, nous, on va être gros gens comme devant. Bien, ça aussi, c'est un faux argument parce qu'on pourrait très bien, si on avait peur que d'autres pays le fassent, développer des armes défensives basées sur l'intelligence artificielle. Mettons des armes qui vont démolir des drones tueurs. Donc ça, ce n'est pas la même chose que des armes qui vont tuer des êtres humains. Donc voilà, il y a beaucoup à faire d'un point de vue international et local pour convaincre nos gouvernements, malgré la population en général est d'accord, ça ne bouge pas encore. Et ce genre de discussion, ça fait partie
des enjeux qu'on a besoin de baliser. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai travaillé avec beaucoup d'autres sur cette déclaration de Montréal pour le développement socialement responsable de l'intelligence artificielle, qui s'énonce à travers 10 principes. Chacun de ces principes associés à des sous-principes plus précis, et qui a été fait non seulement avec le feedback d'universitaires de tout domaine, mais aussi le feedback de la population en général. Il y a eu une tournée dans les bibliothèques où les gens ont eu la possibilité de s'exprimer verbalement et aussi, évidemment, à travers un site web. Il y a un rapport de 300 pages, si ça vous amuse. Mais juste lisez les principes, ça va déjà pas pire. Et vous pouvez aussi aller sur le site web et dire que vous voulez adhérer à ces principes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on encourage les gens de faire. Dans la communauté d'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que ces enjeux éthiques, philosophiques, sociaux, tout d'un coup, créent autant de discussions? Mais c'est très simple. En tout cas, tel que moi je le vis, on a envie, nous, comme chercheurs ou comme ingénieurs qui développons cette science ou cette technologie, que ce qu'on fait serve pour le bien, que ce qu'on fait ne soit pas utilisé d'une manière qui nous répugne. Et c'est nouveau parce que jusqu'à récemment, l'intelligence artificielle était quelque chose qui était dans les labos, mais là aujourd'hui, c'est dans la société. Donc, mais ce qui n'est pas nouveau, c'est les valeurs universitaires et humanistes que beaucoup des chercheurs dans ce domaine partagent. Puis là, je vais vous parler un petit peu des expériences que j'ai vécues dans la diffusion de publications scientifiques. Il y a vraiment un très bon article qui résume les choses en 2017 du Guardian, qui s'intitule quelque chose comme « Profitable business in scientific publishing is bad for science », qui montre à quel point les éditeurs scientifiques font une marge de profit excessive, plus que, mettons, Apple, Google, Amazon, parce que finalement, c'est des sangsues. Il fut un temps où il y avait un deal raisonnable entre les scientifiques et les éditeurs, parce qu'ils avaient accès à du capital, des machines pour imprimer, etc., que les chercheurs n'avaient pas. Mais aujourd'hui, la situation est différente. On peut très bien construire nos propres revues complètement sur le bénévolat. Hoster un site web d'une revue, c'est rien, là, ça ne coûte rien. Et tout le travail véritable d'édition est fait par les chercheurs de manière bénévole. Anyway. Fait que c'est juste un système pour extraire de l'argent de la communauté scientifique, argent qui vient principalement des gouvernements. Donc, c'est vraiment des vampires. Et en plus d'extraire de l'argent, ils nuisent à la science. Ils nuisent en ralentissant la diffusion des connaissances, en mettant une barrière entre les utilisateurs et la connaissance. Et encore pire que ça, cette barrière, elle s'applique surtout aux plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter des abonnements. En 2001, je faisais partie du comité éditorial de la revue Machine Learning de Springer. Puis le comité éditorial a fait une espèce de révolte en disant, bien, ou bien vous rendez l'accès libre, ou on s'en va. Puis ils n'ont pas rendu l'accès libre, donc on est parti. Et on a créé dans la foulée une revue qui s'appelle JMLR, Journal of Machine Learning Research, qui est un modèle, je pense, pour d'autres disciplines, qui a été suivi depuis par de nombreuses autres revues qui sont complètement gérées par des scientifiques à travers des organismes à but non lucratif et où le contenu est hosté par des universités en général. Donc, ça continue, là, la guerre. Là, récemment, Springer Nature a créé une nouvelle revue qui s'appelle le Journal of Machine Learning, une nouvelle revue qui s'appelle Nature Machine Intelligence, avec un paywall, etc., qui veut envahir ce marché très lucratif en ce moment de tout ce qui est les publications d'intelligence artificielle. Puis, donc, je fais partie d'un groupe de personnes qui ont décidé de combattre ça. Puis des milliers de chercheurs en apprentissage automatique, intelligence artificielle, ont décidé qu'ils allaient boycotter cette revue, donc ne pas soumettre, ne pas reviewer, ne pas éditer, etc. Il y a des négociations en ce moment, par exemple en Europe, plusieurs pays qui essaient de négocier des deals avec ces gros éditeurs-là pour qu'au moins l'accès soit ouvert dans les pays en question.
mais en échange de donner des grosses quantités d'argent à ces compagnies-là. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de créer nos propres vues puis de les envoyer paître. Dans le domaine dans lequel je suis, on est vraiment chanceux d'avoir mis en place des organismes collégiaux comme ça, à but non lucratif. Par exemple, toutes les conférences principales dans mon domaine, c'est-à-dire NIPS, maintenant qu'on appelle NeurIPS, ICLR, que j'ai cofondé, ICML, c'est tout géré par des chercheurs eux-mêmes à travers des fondations ou des organismes à but non lucratif. Un autre truc intéressant dont je veux parler, c'est Archive. Donc, sûrement plusieurs d'entre vous connaissez cet outil-là, qui a vraiment changé la donne dans la communauté scientifique, dans mon domaine. Donc, on peut déposer des articles là. Il y a un filtre, mais il est très léger. Donc, il suffit d'avoir été accepté dans le club des gens qui peuvent déposer. Et ça a vraiment accéléré la diffusion des connaissances. On a aussi développé un truc qui s'appelle openreview.net, où on peut faire la révision par les pairs ouverte. Donc, le processus de review se fait de manière visible à tout le monde. On peut garder l'anonymité des commentaires quand même. Donc, voilà, je conclus là-dessus. Il y a, je pense, une réalisation chez les informaticiens puis les chercheurs dans mon domaine que ce qu'on fait sert tout le monde et souvent financé par la collectivité, puis qu'on ne doit pas laisser simplement la maximisation du profit driver les développements qui se font, mais qu'on peut avoir notre mot à dire pour changer la société. Merci. Bien, en fait, il y a quelque chose qui va toujours rester, c'est la réputation des acteurs qui vont donner leur sceau d'approbation à des publications. Donc, Archive, ce que ça fait, c'est que ça met un tampon. Voilà un article qui a été déposé à une certaine date par telle et telle personne. Donc, ça ne dit pas que la qualité de la science est là. Mais ça donne la possibilité à d'autres chercheurs de tout de suite commencer à bâtir là-dessus. Les revues et les conférences, elles ajoutent un sceau d'approbation. On peut dire qu'il n'est pas parfait, loin de là, mais ça, on n'a pas besoin des Elsevier pour ça, là. De toute façon, c'est qui fait ça? C'est des chercheurs. Donc, le mécanisme, là, c'est l'évaluation par les pairs, de toute façon. Ça ne va pas changer, ça. Je pense qu'ultimement, beaucoup de ces enjeux sont internationaux. Mais malheureusement, on est dans un état très cassé là, de la coordination internationale. Donc, je pense qu'il faut que ça commence localement, puis que certains pays décident de mettre des balises ou créer des alternatives ou carrément cassent les monopoles. Donc, l'idéal, c'est qu'un pays comme les États-Unis prenne les devants. Mais évidemment, on est loin de cette situation aujourd'hui. Donc, je ne sais pas c'est quoi le meilleur chemin pour arriver à cet objectif. Moi, je pense qu'il faut revoir la définition des ce qu'on appelle aujourd'hui là, les personnes morales. C'est une grave erreur sociale qu'on a faite, légale, pour que ce soit vraiment des personnes morales et donc qu'elles aient dans leur mission un objectif qui soit aligné avec le bien public et même dans la manière dont on les évalue et qu'on leur fait payer des impôts. Aujourd'hui, si on regarde le système d'investissement puis des lois sur les entreprises, les boards des entreprises, les conseils d'administration sont obligés de travailler pour la maximisation du profit des actionnaires. Même s'ils voulaient travailler pour le bien commun, ils ne pourraient pas. Okay? C'est grave, là. Donc, je pense qu'il y a effectivement des changements légaux à notre système de définition d'entreprise puis de marché auquel on doit réfléchir puis être ouvert à ces possibilités-là. C'est un fait qu'on pourrait avoir une guerre beaucoup plus ciblée, sauf que l'impact politique et destructeur pourrait être beaucoup plus grand parce que, dans le fond, au lieu de tuer de manière indiscriminée, on va pouvoir tuer de manière à maximiser l'impact politique, militaire, etc. Et donc, en termes de la stabilité militaire,
de l'équilibre sur la planète, c'est jouer avec le feu. Alors, si on veut réduire les risques de nos soldats, je pense que le mieux, c'est d'abord de réduire les risques de guerre. Okay? Ça, c'est... Si on avait un ordre international plus fort, avec plus de muscles, on pourrait... C'est aberrant qu'aujourd'hui encore, on ne soit pas rendu là à une situation où la guerre soit interdite carrément. C'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme supranational assez fort pour imposer la paix, finalement. Et c'est pas, je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais moi, je pense qu'il faut travailler plus dans ce sens-là que d'apporter un risque énorme à tout le monde avec ces nouvelles armes. Bien, il y a déjà un paquet de pays qui veulent le faire. Il y en a qui n'osent pas trop s'exprimer, comme le Canada, parce qu'ils veulent rester amis avec les États-Unis. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde d'arriver à une entente. Donc, moi, je suis assez optimiste que s'il y a assez de gens dans la population qui réalisent ce danger-là, que les gouvernements, au moins dans les pays démocratiques, vont s'asseoir autour de la table. Si on veut de l'enseignement de bonne qualité, on va toujours avoir besoin d'humains dans la boucle. Et ces humains peuvent se faire aider puis démultiplier leur capacité à transmettre des connaissances avec la technologie. Mais pour des raisons même psychologiques, on a besoin d'un guide humain en face de nous. On a besoin d'un enfant va être motivé par l'enseignant. Donc, ce n'est pas seulement le transfert de connaissances, c'est la relation entre les personnes, c'est inscrit dans nos gènes, on a besoin de ça. Puis, en fait, moi, j'envisage le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jobs plus mécaniques, plus faciles à automatiser, vont être faits par des robots, bien, si on organise bien la société, qu'est-ce qui va rester? C'est les jobs qui sont difficiles à mécaniser, à automatiser, c'est-à-dire c'est les jobs plus relationnels, où la compréhension de l'humain, l'empathie, même si un robot pouvait avoir de l'empathie, le fait que ce n'est pas un être humain, ça ne marche pas de la même manière. Donc, je pense qu'on pourrait avoir des classes avec 5 élèves par classe plutôt que 30. Puis, ce n'est pas une diminution du nombre d'enseignants, c'est une augmentation du nombre d'enseignants vers lequel on pourrait aller.